Heureux de vous retrouver pour cette troisième émission Radio Charonne. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la solidarité. En effet, cela fait 2 mois que nous vivons en confinement. Un élan de solidarité se développe en France. Des millions de Français se retrouvent confinés pour ne pas être exposés au coronavirus. Pour tenter de continuer une vie normale, plusieurs initiatives solidaires voient le jour. Mais la solidarité, c'est quoi? La solidarité est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Elles ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supporteraient pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique, de morale. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. Parfois, certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour, quand on en aura besoin, bien sûr. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe. On n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. Et puis, certains pensent que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns et des autres. La solidarité est donc nécessaire, parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Enfin, il y a les gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Donner est aussi satisfaisant, voire plus que de recevoir. Se sentir utile, recevoir des sourires et des remerciements, c'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire. Et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr. Et vous, êtes-vous parfois solidaire? Quand? Avec qui? Et pourquoi? Voilà, très chers auditeurs, très chères auditrices, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, les différentes formes de solidarité. Et pour commencer, très chers amis, très chers auditeurs, nous allons écouter Massy pour la rubrique La solidarité individuelle. Massy, à toi la parole. Chers auditeurs, chères auditrices, bonne écoute. Merci David pour ces précisions. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la solidarité individuelle. Donc, la solidarité individuelle, tout d'abord, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se serrer les coudes, d'offrir son aide à n'importe qui et accepter de l'aide à son tour. Donc, n'importe qui peut être solidaire avec n'importe qui d'autre, il n'y a pas de condition. La solidarité peut passer par des actes minimes comme discuter avec des personnes dans le besoin pour les soutenir ou même donner quelques centimes à qui vous le demande. Je pense que la solidarité a une finalité collective, bien sûr, mais elle passe par d'innombrables actes individuels. Et pendant la période actuelle, ils ont tendance à se décupler. Je peux vous donner quelques exemples de solidarité individuelle, tels que certains citoyens qui décident de cuisiner des plats pour les soignants, qui ne comptent plus les heures dans la lutte contre l'épidémie, ou encore des plats pour les personnes les plus nécessiteuses. Donc, ces initiatives, par exemple, ont lieu dans toute la France et même dans tout le monde entier. On peut aussi voir des initiatives telles que l'aide entre voisins, qui parfois s'est renforcée, parfois s'est créée, et qui est en tout cas devenue de plus en plus visible. Donc, le simple fait d'afficher un mot en bas du bâtiment pour donner l'information à ses voisins qui ne peuvent pas faire telle ou telle chose est un acte solidaire. Ensuite, on sait que, d'autre part, que la solidarité individuelle est, je dirais, le partage des informations, de la prévention envers nos personnes proches ou non. Prendre des nouvelles de ses proches, simplement, aussi fait partie des petits actes solidaires du quotidien. Et pour finir,
Bien entendu, le fait d'être confiné, c'est la preuve d'une grande solidarité individuelle qui se met au service de la solidarité collective. Donc, il faut garder le moral, garder, voilà, faire des efforts dans ce confinement. On sait que c'est pas facile, mais c'est un effort individuel qui se met au service de la collectivité. Donc, tout le monde doit garder le moral. C'est faire un effort pour tous et tous les autres font de même pour nous. Donc, il faut garder le moral, je me répète. Donc, courage à tous et n'oublions pas que chacun peut être solidaire à sa manière, en donnant, en discutant, en acceptant, même en refusant et en partageant. Voilà, c'était ma conception de la solidarité individuelle avec quelques exemples. Un grand merci à toi, Massinissa, pour ces différentes informations vraiment très utiles, très enrichissantes. Maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, questions et réactions du public. Est-ce que vous-même pouvez vous apporter des petites initiatives que vous avez pu faire voilà, au niveau de votre entourage ou autre? N'hésitez pas à prendre la parole. La parole est à vous. Alors, moi, je prends la parole. Il a été, par exemple, constaté, il y a des habitants dans certains immeubles qui avaient dit que du fait du confinement, ils étaient beaucoup plus attentifs à leurs voisins. Ce qui est, voilà, ce qui est vraiment une démarche très solidaire. Hein. Je prends conscience dans une situation difficile que mon voisin peut avoir besoin de moi comme je peux avoir besoin de lui. Du coup, il y a eu beaucoup, par exemple, dans des immeubles, il y a eu beaucoup de personnes qui ont mis des mots sur leur boîte aux lettres, sur leur porte, en mettant le numéro de téléphone et en disant si vous avez besoin de quoi que ce soit, etc., n'hésitez pas. Nous avons une bénévole, par exemple, qui n'est jamais sortie depuis le confinement pour des raisons de santé, et elle m'a dit qu'elle n'a jamais manqué de rien parce que la plupart des habitants de l'immeuble lui font des courses. En fait, ils se sont proposés spontanément, donc ils lui font des courses, etc., avec bien sûr toutes les précautions d'usage ensuite quand ils lui ramènent les courses. Voilà une chose qui me paraît très, très intéressante. Effectivement, Yaya, moi je peux en témoigner parce que c'est ce qui se passe actuellement dans mon immeuble. Voilà, en fait, ça a été une mise en place par les gardiens de la résidence qui ont affiché une feuille en fait, à l'entrée de chaque hall. Il y a 8 immeubles chez moi. Et ceux qui souhaitaient participer avaient qu'à mettre leur nom et leur numéro de téléphone et en cas de besoin, on peut les appeler pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Et je trouve ça juste génial, quoi, parce que notamment chez moi, c'est vraiment chacun pour soi et aujourd'hui, ça montre beaucoup de solidarité et franchement, ça fait un bien fou de voir ça, quoi. Voilà, je tenais à témoigner de ça. C'est excellent, merci beaucoup pour ces différents témoignages. Nous allons maintenant passer aux initiatives collectives, donc qui se font en plus grand nombre. Et pour cela, nous avons avec nous Monsieur Thierry et son collectif de bénévoles, des bénévoles du 20e arrondissement, très investis. Donc, sans plus attendre, Thierry et son collectif, à vous la parole. Je m'appelle Christiane, j'habite le quartier et avant j'y ai travaillé très longtemps puisque j'étais institutrice. À côté. Voilà, pendant un peu plus de 30 ans. Ouais. Voilà, moi je m'appelle Thierry et je suis habitant du quartier et c'est un quartier que j'adore et je me sens très investi dans ce quartier. Voilà, c'est un quartier Voilà, c'est un quartier où il y a de la solidarité, il y a de la vie et c'est essentiel. Ouais. C'est pour ça que c'est pour cette raison qui m'a motivé à m'investir. Voilà, cette initiative est partie tout simplement du fait que Quartier Rouge, un bar boulevard de Charonne, boulevard de Bagnolet, rue de Bagnolet, pardon, a pris l'initiative de faire des repas pour les
l'hôpital, les soignants, hein, Tenon, Saint-Antoine, les pompiers, les infirmiers, différents corps de soignants, des gens aussi, il y a des maraudes pour les gens démunis, et aussi le foyer à Montreuil qui est le foyer des sans-papiers, voilà. Et moi, je suis allé voir cette initiative et il y avait assez de monde. Et moi, comme je suis membre du CA de chez Natema, rue des Orteaux, un café-restaurant, c'est un restaurant associatif plutôt. Je me suis dit, on avait une cuisine qui était fermée, qui était sans activité. Tout d'abord, j'ai proposé des ustensiles de notre cuisine. Et après, j'ai demandé au bureau, j'ai fait une demande sous ma responsabilité d'ouvrir cette cuisine pour pouvoir décharger Quartier Rouge qui était en pleine charge, hein, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de repas. Et on a reformé une deuxième équipe de cuisiniers au sein de la cuisine Natema avec 2 cuisiniers. On a fait un labo de préparation de cuisine pour tous les groupes que je vous ai cités. Et cette initiative a commencé le lundi 20. Et nous sommes dans la 3e semaine et dernière semaine, puisque nous rendons vendredi la cuisine, vendredi 11, disons le 11, avant voilà, pour le déconfinement. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'en plus des cuisiniers qui sont des professionnels, il y a chaque jour un groupe de 4 ou 5 bénévoles qui sont commis de cuisine, qui font des choses très, très intéressantes, comme peler des pommes de terre, éplucher les oignons sans même pleurer, les salades, les courgettes, tout y passe. Et donc, parfois des gens qui se connaissaient, parfois d'autres qui ne se connaissaient pas du tout entre eux. Et c'est vrai qu'il y a un échange intéressant, parce que d'ailleurs, il y en a qui reviennent en 2e semaine, en 3e semaine, parce qu'on trouve aussi beaucoup de richesse et de chaleur dans ces échanges. Et en plus, on sait qu'on est utile. Donc, ça, c'est pas mal. Oui. On n'entend plus rien. Oui, allô. Oui. On vous entend. Y a-t-il encore des réactions de votre part? En tout cas, très très belle initiative de votre part. Oui, on peut vous citer à peu près. On va énumérer quelques confections et par exemple, on a commencé le lundi 20 par 120 repas à emporter. On avait alors le menu, parce que là je relis au fur et à mesure, parce qu'on a nos petits comptes rendus journaliers. Christiane, tu vas pouvoir m'aider, parce que mes yeux. Oui, mais là c'est très mal écrit. Il faut prendre celui qui est bien écrit. Voilà, on prend mardi, on passe à mardi. Par exemple, le mardi, nous avons épluché 25 kg de pommes de terre, 10 kg d'oignons. Nous avons fait cuire 40 kg de cuisses de poulet, 8 kg d'aubergines, 1 cajot d'échalotes, 2 kg de carottes. Et puis, il y a eu donc, pour le midi, il y a eu 65 repas et 150 pour le soir. Plus 5 repas. Ouais. Et dans les bénévoles, il y avait Serge, Thierry, Christiane, avec les cuistots, Monica et Raoul. Aujourd'hui, nous avons envoyé des repas à l'antenne de Maison Blanche qui se trouve rue d'Avron, plus sur le centre d'aide à domicile qui se trouve rue des Pyrénées, et aussi au cabinet médical de Fontarabie. Et là, on est en train d'acheminer, de terminer les repas du soir qui vont partir vers Montreuil pour le foyer de sans-papiers. Et puis d'autres qui vont partir donc vers l'association des Marmoulins de Ménilmontant.
Et puis d'autres Pour les encore maraudes. qui vont partir vers le Mama Shelter où il y a une quarantaine ou cinquantaine de mineurs isolés. Voilà. Ouais. Par exemple, pour le vendredi 1er, on va vous citer un menu où, Ben non. voilà, on va vous citer. Non, allez, hop, on passe le lundi. Voyons, je vois pas bien là. Aujourd'hui, on a découpé de la viande, c'était de la joue de bœuf. On a coupé des tas de légumes pour faire une salade, des poivrons, des tomates, des oignons, etc. Poulet. Et on a fait cuire des cuisses de poulet. Voilà. Puis on a préparé plein de légumes qui vont se retrouver dans le potage du soir ou qui vont être utilisés demain. Voilà. Et puis après, on s'est complété avec un certain nombre de choses qui peuvent être achetées. Et il faut dire qu'il y a une cagnotte en ligne qui nous permet donc d'avoir à Quartier Rouge, de recevoir des sommes qui permettent d'acheter ce qui manquerait justement par rapport à ce qui est donné. L'adresse pour la cagnotte, vous pouvez donner où, comment? Eh ben, Attendez, je vous dis ça. Je pense qu'en tapant, quand on tape Quartier Rouge, on tombe assez rapidement dessus. Hein. D'accord. Donc, il faut taper Quartier. On en parle aussi dans la lettre, la newsletter Covid de la mairie du 20e. Oui. C'est la lettre numéro 18 dans laquelle on trouve justement une description de cette initiative. J'ai juste une petite question. C'est par rapport à tous les partenariats que vous avez, pas forcément pour avoir les dons, etc. Mais comment vous savez quelles sont les personnes qui ont le plus besoin? Comment vous rentrez en contact avec les hôpitaux pour justement donner les paniers au personnel soignant? Comment vous faites tout ça? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le lien entre toutes les institutions, etc. Ou c'est la mairie qui vous contacte, etc. Non, mais oui, à Quartier Rouge, il y a... Nous, on est en tant que labo ici. Hein. On confectionne, on est plus le labo. On sort 250 repas. Voilà. Et au Quartier Rouge, ils ont un pôle logistique. Par exemple, c'est eux qui confectionnent les paniers, parce qu'ils font des plats emportés, mais ils font aussi, pour les gens qui ont des cuisines, entre 13h et 15h, plutôt 15h, les gens viennent chercher un panier pour ceux qui ont une cuisine. Alors, ça peut être des légumes, des petites boîtes de conserve, de différentes choses. Hein. Tous les jours, les gens qui sont démunis, il y a d'autres maraudes. Hein. Oui. Il y a les maraudes. Hein. Dans Paris, il y a des maraudes. Je pense à la protection civile aussi, qui est une maraude très efficace. Je crois qu'ils confectionnent 1200 repas. Par panier. D'autre part, nous, on ne sait pas comment forcément ça s'est passé au début, parce qu'on a rejoint cette initiative en cours de route. Mais effectivement, je pense qu'au démarrage, c'est Quartier Rouge qui a pris les contacts, ou bien parfois ils ont été sollicités pour justement rentrer justement dans une boucle d'entraide, etc. Nous, ça fait 3 semaines qu'on est sur l'affaire, mais je pense que les contacts ont été pris avant. Il faudrait demander directement à Quartier Rouge. Voilà. D'accord, merci beaucoup et merci pour cette initiative qui est très utile pour la société. Merci beaucoup. C'est utile aussi pour ceux qui y participent. Parce que je dois dire que ça fait du bien au confinement de renouer des contacts humains et de parler à des gens en vrai, même si on prend les précautions, si on a nos postes de travail, ont le bon espacement, etc. On retrouve des gens pour de vrai et plus seulement virtuels. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est clair. Oui, parce que j'ajouterais dans le sens de Christiane, là, qu'actuellement, je vois des gens là dans le quartier qui commencent à être un petit peu perturbés, même un peu plus, parce qu'ils ne savent plus bien, ils ont besoin de voir des humains, comme il me dit, j'en ai croisé là. Alors, ils sont pris entre deux feux. Il y a certaines personnes, ils veulent participer, mais ils ont peur
ils ont une certaine peur de ce virus dû au confinement, mais ils sont dans l'isolement du confinement. Et au niveau psychique, ça les perturbe énormément. J'en ai croisé, ils n'en peuvent plus. Hein. Ils sont très, très, comment dire, très à fleur de peau. On avait d'ailleurs parlé de ce qu'on avait appelé la charge mentale. C'est-à-dire qu'en disant que les gens, à force d'être confinés, ben, il y aura une perturbation, il y a une perturbation dans la relation sociale, etc. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, tu fais bien de le dire Thierry, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faudra qu'on soit très vigilant au fur et à mesure du confinement. En tout cas, un grand merci pour votre engagement. Vous étiez combien du coup pour mettre en œuvre cette action-là? C'est pas forcément les mêmes personnes tous les jours, mais on doit bien voir passer une quinzaine de personnes. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Une quinzaine de personnes. Disons, il y a des piliers, mais j'insiste, ceux qui sont venus une fois reviennent parce que vraiment, ça fait du bien. On voit que les humains sont des animaux sociaux. Absolument, ouais, c'est vrai. Un grand merci. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres réactions? Léa, Aline, n'hésitez pas à prendre la parole. Bah ouais, moi je tiens à dire que c'est génial. Qu'en fait, ça fait plaisir de voir que les gens se serrent autant les coudes pendant cette période assez dure en fait. Et vraiment, je trouve que ça met un peu de baume au cœur et ça motive à continuer comme ça, enfin à garder ces gestes barrières, à rester en confinement, etc. En se disant que bah, c'est un peu grâce à ces héros du quotidien qu'on arrive à faire avancer les choses. Voilà. Donc moi je tiens juste à le dire encore une fois parce que je trouve ça super important. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que Léa vient de dire. Je trouve on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises de tous les côtés. Et c'est vrai que moi-même, qui suis dans le milieu pourtant, j'ai été étonnée par la rapidité de la solidarité, en quelque sorte, si je peux le dire comme ça. C'est qu'on se sent parfois un peu seul tout le monde, mais c'est vrai que ça va hyper vite et sans qu'on s'en rende compte, en fait, il y a déjà plein d'initiatives et je trouve ça également très beau. Merci de vos réactions. Il est vrai qu'il est important aussi d'applaudir à 20h voilà, ce genre d'initiative, ce genre de bénévoles, de professionnels que vous êtes. Maintenant, chers amis, nous allons rester bien sûr sur la solidarité, on va dire un peu plus dématérialisée. Donc, Aline, je te laisse t'exprimer sur ce sujet. Chers auditeurs, chères auditrices, bonne écoute. Bah allons-y, moi, comme David l'a annoncé, je m'excuse d'abord parce que j'ai tendance à parler très vite. Je vais faire un effort. Je vais vous parler de la solidarité dématérialisée. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu que en fait, depuis la fin de l'année 2019, la EPCR, elle travaille en partenariat avec la CAF de Paris et deux associations qui sont Florimont, qui est une association située dans le 14e, et la Corderie du Grand Belleville dans le 20e. L'idée, c'est d'aboutir à la création d'un réseau des espaces de vie sociale sur le territoire et éventuellement d'envisager un accompagnement plus pointu des EVS qui sont parfois très isolés contre leur gré. Donc l'association REVS, donc, qui signifie Réseau des espaces de vie sociale parisiens, a vu du jour en novembre 2019 dans l'objectif d'impulser une nouvelle dynamique sur le territoire parisien en prenant appui sur des formes de mobilisation des acteurs locaux sur les territoires. Donc l'EVS a notamment pour objectif de mutualiser en fait les ressources de chaque EVS ainsi que les difficultés et les besoins de chacun dans notre période induite par la fermeture obligatoire des associations pour se soutenir et avancer ensemble, comme souligné par un célèbre proverbe africain qu'on cite très souvent, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin.
Dans le contexte actuel, il n'est pas possible de se retrouver et d'aller au contact des autres. Donc, on a pu, nous, dans le cadre de ce projet, contacter les EVS par téléphone pour prendre connaissance et mettre en avant aussi les mesures et les initiatives qui sont prises par chacune d'entre eux, parce que c'est un espace. Sur les 47 EVS concernés sur le territoire parisien, on a pu recueillir l'information de 39 d'entrées, 8 n'ayant pas pu encore être contactés pour diverses raisons qui sont les difficultés actuelles. Les échanges furent très très riches, étonnamment très très riches. J'ai été moi-même surprise et particulièrement révélateurs. Les grandes lignes qui ressortent de ces entretiens, c'est que les espaces de vie sociale jouent un rôle majeur en fait dans le lien social et l'action sociale. Donc ce sont eux qui connaissent les besoins et les difficultés de leur public. Donc l'éloignement dû au confinement, ça a été une épreuve difficile des deux côtés, autant pour les associations, mais aussi pour les publics qui au quotidien ont besoin des différentes actions. Et donc les EVS, elles ont mis en place diverses actions pour s'adapter à la situation et accompagner ces publics, bien entendu avec les moyens mis à leur disposition. Donc on a vu de l'information, beaucoup de passages d'informations à la fois internes et externes, beaucoup d'accompagnement à distance, du suivi personnalisé, de l'aide aussi auprès des personnes isolées, des ateliers culturels, artistiques ou même sportifs, en inventant aussi de nouvelles formes d'action. À titre d'exemple, il y a beaucoup de VS qui se sont lancés dans la confection de masques. Pour donner un exemple plus concret, l'association Quartier Saint-Bernard ou encore les couleurs du pont de Flandre, ils ont organisé sous l'impulsion de leurs adhérents des ateliers de couture pour fabriquer des masques et les distribuer aux familles. Il y a également des EVS comme les cafés associatifs. J'ai en tête là le 3e café qui a poursuivi une distribution des repas pour ceux qui sont dans le besoin. Globalement, la majorité des associations, elle a gardé un lien avec ses adhérents, à commencer bien sûr par des échanges téléphoniques ou voire par mail ou Skype ou beaucoup de moyens qui permettent de rester en contact à distance. Celles et ceux aussi qui effectuent habituellement des missions d'accompagnement à la scolarité parviennent à poursuivre leur mission à distance auprès des familles. Notamment, c'est plus évident auprès des collégiens ou des lycéens, parce qu'ils sont quand même assez autonomes vis-à-vis des outils numériques et c'est plus simple. Même voire pour l'accompagnement des élèves de primaire, mais c'est vrai que c'est un élément ça qui peut rester un peu complexe parce que c'est notamment dû au matériel numérique mis à disposition dans les foyers ou même tout simplement la maîtrise des outils numériques, ce qui n'est pas évident pour toutes les familles. Sans oublier évidemment aussi les EVS qui ont des bénévoles, des personnes qui font les courses pour les personnes âgées ou les personnes dans le besoin. Et aussi sans oublier celles et ceux qui poursuivent leur mission auprès des habitants pour lutter contre toute forme d'isolement. Donc bien sûr, même si j'ai dit beaucoup de choses et que je parle vite, j'en suis consciente en même temps que je parle, la liste elle n'est pas exhaustive. Globalement, on observe des activités éducatives, de liens sociaux à distance, de l'accompagnement des seniors et des personnes isolées, également de l'accompagnement pour les publics en difficulté, voire même de l'accompagnement à l'emploi pour les femmes, par exemple, de plus de 45 ans avec l'association Florimont. En somme, on peut retenir de cette expérience que la solidarité, elle n'est pas envisagée comme une idée neuve, comme une création ex nihilo, quelque chose qui serait apparu avec la situation actuelle. Je dirais tout simplement que si elle se manifeste aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'exerce de manière quotidienne au final au sein des quartiers, dans des espaces dédiés qui permettent à chacun et à chacune de partager, de s'entraider quotidiennement pour aller ensemble toujours vers davantage de tolérance. Merci de m'avoir écouté. Un grand merci à toi, Aline, pour ces superbes informations, ces initiatives aussi belles que les autres. Voilà, maintenant, je laisse place aux questions et réactions du public. N'hésitez pas à questionner Aline. Alors, j'ai une question pour Aline. À partir des actions menées de manière dématérialisée, je pense que du coup,
il a été peut-être constaté des manques, des failles. Qu'en est-il de notre, de la manière dont les familles se saisissent de ce travail mené par les associations et à quelles difficultés sont-elles confrontées? C'est vrai que je suis un petit peu passée rapidement sur les difficultés parce que j'ai surtout voulu mettre en avant les actions de solidarité, donc le positif. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de difficultés aussi. Les difficultés qu'on a pu repérer, la première à laquelle je pense, c'est les difficultés dues aux outils numériques que j'ai brièvement évoquées. Parce qu'on s'est rendu compte que les outils n'étaient pas toujours maîtrisés par tout le monde, parce qu'il y a quand même une énorme fracture numérique aujourd'hui. Et tout simplement aussi des choses auxquelles on ne pense pas, puisqu'on a l'impression que tout le monde est équipé. Il y a quand même de nombreuses familles qui sont, sans jouer avec les mots actuels de l'éducation nationale, au bord du chemin. Ils sont vraiment, il y a des outils qui sont liés du coup au niveau du numérique. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les personnes qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent avec encore moins de moyens. Il y a ces difficultés-là. Et aussi au niveau des codes, ne pas l'oublier, les devoirs qui sont bien sûr, et ça je tiens à le souligner, c'est vraiment une très belle initiative de l'éducation nationale et merci à tous les enseignants qui le font parce que c'est pas une tâche facile. Mais il faut aussi penser qu'il y a de nombreuses familles qui n'ont pas forcément les capacités attendues, les codes scolaires comme on dit. Et donc il y a aussi ces difficultés-là qui sont très dures à anticiper pour le niveau primaire. Ouais. Après, moi, je pensais aussi au café associatif. C'est vrai, il y a beaucoup d'associations qui, en fait, on vit tous sur le terrain. C'est notre force d'action, quoi, d'être sur le terrain. Donc, ça devient compliqué tout de suite d'être à distance. Et il y a beaucoup d'associations qui travaillaient essentiellement sur le terrain. Je pense aux recycleries, notamment, qui, elles, ne peuvent plus, en fait, faire à distance parce qu'il n'y a plus d'entrée dans les magasins. Enfin, faut vraiment... Enfin, si on peut appeler ça un magasin, hein, mais c'est des choses qui ne peuvent pas forcément se faire à distance. Et il y a aussi les EVS qui sont constitués que de bénévoles ou qui ont très peu de salariés. C'est très compliqué d'assurer, de maintenir un télétravail. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi des difficultés à prendre en compte. Bon, merci à toi, Aline, pour ces précisions. Y a-t-il d'autres réactions, d'autres questionnements? Une question à Aline. C'est Aline, hein, je ne me trompe pas? Oui. Voilà, ça aurait été pour savoir, nous sommes combien de cafés associatifs qui participent à l'initiative sur Paris, là, dans le cadre des EVS ou... Oui, il doit y avoir une dizaine de cafés associatifs. Okay. Il doit y avoir une dizaine à peu près. Ouais, parce que nous sommes un peu tellement à la tâche tous les jours, là, dès 8h, 8h15 le matin, nous sommes un peu plus au fait des actualités. On n'a plus trop le temps de s'informer, là. On est la tête dans le guidon et voilà, c'est à titre indicatif, c'est intéressant de savoir que nous sommes que Paris est très solidaire. Voilà, ça porte sur au cœur. Exact. Et un petit clin d'œil aussi, puisque beaucoup d'habitants m'en ont parlé, la newsletter de la mairie du 20e est une mine d'or. Hein. Il y a énormément d'éléments et beaucoup d'habitants m'en ont parlé. Hein. Donc, je tenais quand même à le souligner parce que, du coup, c'est très bien, c'est-à-dire on ne se sent pas coupé du monde. Moi, je vois quelques bénévoles qui sont un peu confinés chez eux. Ils m'ont dit c'est super la newsletter parce que ça nous permet de suivre de très près un peu ce qui se fait dans le quartier, etc. Et très heureux de savoir qu'il y a énormément de choses qui se font. Hein. Super. Merci à vous tous. Maintenant, nous allons faire un petit point conclusion avec Monsieur Yaya sur la thématique donc, de la solidarité. Donc Yaya, à toi la parole. Bonne écoute. Merci. Alors, Aline avait un peu lancé le débat. L'idée, c'est qu'effectivement, nous sommes très heureux de savoir qu'un élan de solidarité a soufflé sur l'Hexagone, hein, où en plus, c'est un élan de solidarité qui est très signifiant, où il y a du sens. Hein.
L'idée, c'est d'aider le personnel soignant, la police, les vigiles, les personnes qui interviennent, qui font de telle sorte que la vie continue. Et puis, bien sûr, on est très heureux de savoir à quel point notre société n'est pas fataliste ou ne subit pas des situations aussi difficiles et parfois tragiques pour certaines familles. Il n'en demeure pas moins que, je pense qu'Aline l'a dit, et moi je le redis sous une autre forme, nous n'avons pas vu naître une génération spontanée du Covid-19 qui vient donc s'inscrire dans un élan de solidarité. Je rappelle que nous sommes un pays où il y a un nombre d'associations très important. Il se chiffre entre 1 million et 1,5 million. Vous pouvez aller voir sur le site de association.gouv.fr. 1 million à 1,5 million d'associations. On a en gros 15 millions de bénévoles. On a aussi à peu près 2 millions de salariés, des usagers, donc des adhérents, des personnes qui participent à la vie de l'association, en tout cas, ou qui en bénéficient, on en compte autour de 20 millions, donc c'est un tiers de la population. Et par ailleurs, parmi les 15 millions de bénévoles qui donnent de leur temps, il faut savoir que 1 sur 5 a moins de 25 ans. Donc, élément important. Et puis, 3 bénévoles sur 4 s'investissent toute l'année. Et 1 bénévole sur 3 intervient dans plusieurs associations. Et en gros, les bénévoles hommes et femmes se répartissent à peu près équitablement. Il y a à peu près du 50%. Et 1 bénévole sur 3 est célibataire. Alors, autre chose aussi, élément important du site, c'est il y a à peu près 1 tiers des personnes qui donnent de leur temps. 1 tiers n'a pas forcément de diplôme. Donc, contrairement aux idées reçues, où c'est plus les diplômés qui interviennent ou plus les retraités, on se rend bien compte qu'il y a à peu près de tout. Là où on peut parler véritablement de mixité sociale, c'est dans le bénévolat. Voilà, et à peu près, on va dire 1 tiers intervient dans le social, et à peu près la même chose, à peu près dans le sport. Donc voilà pourquoi je donne ces éléments-là. C'est pour rappeler que notre société, elle est innervée par un gros tissu associatif avec une grosse implication des citoyens de notre pays. Et c'est parce qu'il y a tout ce travail qui est fait au jour le jour, dans le quotidien, auprès des personnes en difficulté, auprès des enfants, auprès des adultes primo-arrivants, auprès des personnes âgées, c'est parce qu'il y a déjà une pratique associative d'engagement, etc., que tout naturellement, lorsqu'il y a une grosse difficulté sociale ou une grosse crise comme celle-là, donc une crise sanitaire, on se rend bien compte que tout ce tissu-là se met en branle et peut-être que les médias s'arrêtent plus à ce moment-là sur ces initiatives-là, qui sont d'ailleurs à saluer, mais n'oublions pas que ce sont des millions et des milliers et des millions d'initiatives qui sont prises tous les jours à l'abri des caméras, dans l'ombre, et qui apportent énormément à notre société. Donc, aussi peut-être une bonne chose, c'est de se dire qu'il faut arrêter de parler de société individualiste, qu'on a tendance souvent à entendre, et que nous devrions être fiers de la manière dont tous les citoyens de France participent à la vie sociale et à la vie de notre pays.
Voilà un peu là-dessus que je voulais finir, parce que il me semble que il est important de ne pas oublier ou de ne pas perdre de vue que notre société fonctionne grâce à l'implication de chacun. Nous sommes le génie social, il existe et il fait de telle sorte que toutes les fractures, toutes les difficultés rencontrées par de nombreux publics sont atténuées grâce à l'implication des uns et des autres. Et nous avons bien vu comment Christiane et Thierry ont présenté l'action qu'ils ont menée pratiquement du jour au lendemain en se disant tiens, il y a un besoin, hop, on y va, et puis on verra ensuite sur le chemin. Voilà, donc un coup de chapeau à toutes les personnes qui participent activement chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour faire vivre nos sociétés, la faire grandir de telle sorte que chacun puisse trouver sa place et soit heureux dans notre société. Voilà, David, je te laisse la parole. Merci. Yaya, merci infiniment pour cette magnifique conclusion, parce que c'est vrai que quand on entend certains, on les entend dire regarde, la solidarité, elle a émergé grâce au Covid-19, alors que non, c'est vrai que cette solidarité est bien présente, et cela depuis très longtemps. Donc voilà, vraiment merci pour ces belles précisions. Alors maintenant, questions et réactions du public. Est-ce que vous avez des choses à dire, à demander, des questionnements? N'hésitez pas, à vous la parole. Je pense également que Yaya a tout dit. Et si je rajouterais quand même une chose, c'est juste qu'en cette période dure, c'est très difficile, même vraiment compliqué. La solidarité, en fait, elle se montre plus. Elle a toujours été présente en soi, mais on la voit plus aujourd'hui qu'avant. Moi, je pense que c'est juste ça. Et je pense que c'est important de continuer à la montrer parce que c'est justement dans cette dure période que ça fait du bien de voir ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Parce que je pense que Léa, ce que tu dis, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, ça prend une telle dimension, parce que le fait du confinement, ça nous rassure tous de savoir que ça bouge quand même. Oui, voilà, c'est important. Psychologiquement, c'est important de se dire que la société vit, en fait, elle continue à vivre, à aider, etc. Et je pense ça. Ouais. C'est complètement ça, c'est qu'on sait qu'on peut compter sur les autres et les autres savent qu'on peut compter, qu'ils peuvent compter sur nous. Ouais. Et en fait, avant, on s'en rendait pas forcément compte avant ce confinement. Et c'est que aujourd'hui qu'on prend conscience de toutes ces choses, de l'importance de tout ça, de ces gestes, de ces choses, moi je pense que c'est plus ça que... Oui, c'est vrai. Voilà. Alors après, il ne faut pas l'oublier, parce que quand il y a eu le terrorisme, il y a eu aussi un grand élan de solidarité. Exactement. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des situations difficiles, l'élan de solidarité a été peut-être beaucoup plus médiatisé, et du coup, il prend toute son importance. Voilà, parce que c'est rassurant aussi de se dire tiens, la vie n'est pas à l'arrêt, parce que sinon on a l'impression que plus rien ne se fait. C'est très rassurant psychologiquement, je pense que c'est important aussi. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, c'est parce qu'il y a déjà une solidarité active. C'est pour ça qu'elle se manifeste dans ces moments-là, c'est parce qu'elle existe déjà. Et peut-être elle se manifeste d'une manière un peu plus forte, mais peut-être aussi parce qu'il y a une lumière qui est mise dessus, et du coup, voilà, on découvre que ça vit, que les liens sont assez forts, qu'il y a du lien social, il y a des actions menées, etc.
c'est totalement ça. Et moi, je trouve que ça fait un bien, vraiment un bien fou. Et tu sais, c'est comme j'ai dit, c'est cet exemple-là tu vois, bah, je sais pas comment, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a besoin, on fait preuve d'une solidarité presque, je vais pas dire exemplaire, mais c'est pratiquement ça en fait. C'est aujourd'hui quand tu vois nombre d'associations, de mouvements collectifs qui se font tout autour des gens en difficulté, des personnes voilà, qui ont besoin de cette aide, on arrive à tendre une main. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans ce type de mouvement de crise, on le voit pas, on le sait pas, et voilà. Et moi, je trouve vraiment que c'est un peu ça qui me fait du bien au moral, tu sais, de savoir que ça bouge ainsi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Moi, je voudrais ajouter une petite chose, si c'est possible. Émerger quelque chose par exemple, sur le quartier, je croisais des gens visuellement que je connaissais pas, mais que je croisais visuellement, et qui sont pas bénévoles, qui sont d'habitude très actifs professionnellement. Et là, du fait du confinement, de leur arrêt brutal d'activité professionnelle, sont venus en tant qu'habitants et volontaires. On n'est plus dans une forme d'action de bénévolat associatif. Là, on est carrément dans une réaction d'un volontariat solidaire de personnes le reste de l'année qui sont dans aucune association aussi, qui sont observateurs aussi du quartier. Ces personnes connaissent certaines associations, mais sont occupées durant parents d'élèves, profession libérale. Il y a des gens qui se sont motivés, et une forme de volontariat spontané. Spontané, ouais, ça c'est génial. Oui, je vois. C'est au niveau des volontaires, là, des habitants, c'est ce qu'il y a là. On a eu beaucoup de gens qui sont venus tout de suite en tant que volontaires spontanés habitants. Et c'est des gens que je croisais mais que je ne connaissais pas. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'il y a 15 millions de bénévoles, par exemple, c'est rapporté plus à leur action dans le milieu associatif. Mais on a des personnes engagées sur un quartier, dans un immeuble, etc., qui peut aider des enfants dans leurs devoirs et tout, sans être forcément rattachés à une association. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du génie social. C'est qu'en fait, vous avez toute une frange de la population qui aide, mais sous des formes complètement différentes. Qui vont aider la personne âgée du 5e, qui lui fait les courses régulièrement, etc., même en dehors du confinement. Mais ce sont des choses qui se font dans la vie de tous les jours. Ils ne sont pas, statistiquement, elles ne sont repérées nulle part. Et heureusement. Maintenant, je leur ai trouvé un nom. Je les appelle les invisibles. J'ai réfléchi à ça et je me disais, oui, ces gens-là, je les connais. Mais oui, ce sont des invisibles, mais qui sont très actifs. Voilà, ouais, c'est vrai. D'autres réactions, chers amis? Alors, voilà, pour cette émission spéciale Solidarité, plus que jamais, un grand remerciement à ces bénévoles, à ces professionnels, à ces volontaires, à ces habitants ou à ces invisibles, comme pourrait le dire Thierry. Et Thierry aussi, un grand merci à toi et à ton collectif de nous avoir partagé votre quotidien. Je le répète, un grand merci à tous ces héros qui travaillent dans l'ombre. C'est grâce à ce genre d'initiative que notre pays continue à fonctionner. Franchement, merci beaucoup. Merci. Chers amis, chers auditeurs, nous allons nous quitter avec un petit bonus. Je vais vous lire le témoignage de Monsieur Jean-Marie Petitclerc, en vous souhaitant une bonne écoute et à bientôt sur Radio Charonne. Survivre à la crise dans une dynamique pascale.
Une tempête inattendue et furieuse. Ce sont ces mots que le pape François a choisis pour qualifier cette crise sanitaire sans précédent qui a frappé notre planète en ce début de l'année 2020. Lors de son homélie prononcée le 27 mars sur la place Saint-Pierre, vide de toute présence, il disait « Nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps, tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous, réconfortés mutuellement dans cette barque. Nous nous trouvons tous. Ah, si nous avions écouté les prophètes, une tempête inattendue. Il est vrai que l'ampleur de cette crise sanitaire a surpris et déstabilisé les gouvernements de notre pays comme ceux de l'ensemble du monde. Voici que l'apparition d'un organisme microscopique a provoqué le dérèglement de la planète. Le modèle économique dont l'homme était si fier est en voie d'effondrement. Et notre système de santé, d'où nous pensions qu'il pouvait nous protéger de tout, s'avère fragile. Et pourtant, certains experts avaient prévu une telle éventualité. Ainsi, Jacques Attali, qui fut mon professeur d'économie à l'école polytechnique, écrivait dès 2009 « La globalisation du marché et la libre circulation qu'elle favorise laissent craindre la possibilité dans la prochaine décennie d'une ou plusieurs pandémies constituant une menace majeure pour la survie de nombre de gens, d'entreprises, de pays. Une crise à la fois sanitaire, économique et humaine de vaste ampleur en ralentissant la circulation des gens et des objets. Aux États-Unis, elle pourrait causer la mort de 90 000 personnes. Jusqu'à 1,8 million de patients pourraient être hospitalisés, dont 300 000 pourraient être traités dans un centre de soins intensifs. Véritable parole prophétique. Mais comme c'est souvent le cas, on n'a pas voulu écouter la voix des prophètes. L'heure où les masques tombent, voici qu'avec cette crise, l'orgueil de l'homme, toujours prêt à reconstruire la tour de Babel en pensant pouvoir tout maîtriser, en a pris un sacré coup. Comme le souligne le pape François en commentant le récit de la tempête apaisée. La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ses sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient, donne force à notre vie ainsi qu'à notre communauté. La tempête révèle toutes les intentions d'emballer et d'oublier ce qui a nourri l'âme de nos peuples. Toutes ces tentatives d'anesthésier avec des habitudes apparemment salvatrices, incapables de faire appel à nos racines et d'évoquer la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de l'immunité nécessaire pour affronter l'adversité. À la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lesquels nous cachions nos égos, toujours préoccupés par leurs images, et reste manifeste encore une fois cette appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, le fait d'être frères. Et nous avons vu dans notre pays, en plein cœur de la crise, émerger des signes de fraternité qui se renforcent. Ces gens qui applaudissent chaque soir sur leur balcon pour encourager les soignants prêts à risquer leur vie pour gagner la guerre contre le virus. Ces jeunes étudiants qui se sont portés volontaires pour prêter main forte aux équipes de soignants ou d'éducateurs des établissements de la protection de l'enfance, où étaient confinés des enfants et des adolescents empêchés d'aller à l'école et de retrouver leur famille le week-end. Ces jeunes créent une chaîne de solidarité pour apporter leurs courses aux personnes âgées et isolées, ou pour soutenir des commerçants en difficulté. Et je pourrais citer tant d'autres initiatives si prometteuses pour l'avenir. Nous voici à la croisée des chemins. Se pose désormais la question de l'après-pandémie.
Souvenons-nous, à l'époque où notre pays sortait d'une période sombre, des mots que le général de Gaulle écrivait à l'abbé Pierre. Mon cher ami, puissent les Français conserver le secret de cette fraternité qu'ils surent découvrir aux heures de l'épreuve. Saurons-nous tirer les leçons de la crise que nous venons de traverser et apprendrons-nous à mieux anticiper une crise encore plus grave qui se profile à l'horizon, celle provoquée par le réchauffement climatique. Nous sommes à la croisée des chemins. Allons-nous continuer sur la voie de l'individualisme ou allons-nous emprunter le chemin de la fraternité? Car comme aimait le rappeler l'abbé Pierre, nous sommes tous constamment confrontés à choisir entre deux chemins, deux sortes d'engagement, deux manières d'être. Ces deux voies sont très claires. Moi sans les autres ou moi avec les autres. Être heureux sans les autres ou être heureux avec les autres. Être suffisant ou être communiant. Choisir d'être suffisant, cela signifie se construire, s'accomplir, sans tenir compte des besoins, des souffrances et des demandes des autres. C'est être prêt à tout, à écraser, à piller, à exploiter, à nier les autres pour parvenir à ses fins, ou de manière beaucoup plus fréquente, mais néanmoins terrible. Ne pas se préoccuper des autres, être indifférent à leur bonheur ou à leur malheur. Cependant, on peut choisir d'être communiant, de s'accomplir avec et par les autres, en étant à l'écoute de leurs souffrances et de leurs besoins, d'être heureux en partageant joie, peine et lutte. J'ai pris depuis longtemps l'habitude de dire que le partage fondamental de l'humanité n'est pas entre les croyants et les incroyants, mais entre les suffisants et les communiants, entre ceux qui se détournent devant la souffrance des autres et ceux qui acceptent de la partager. Et bien des croyants sont des suffisants, et bien des incroyants sont des communiants. Combien de non-croyants, en effet, qui ne connaissent rien à l'évangile, qui ne sont jamais été au catéchisme, savent aimer, partager, donner, et combien de croyants vivent repliés sur eux-mêmes et ne mettent jamais en acte le message d'amour de leur religion. Faire le choix de la fraternité m'apparaît aujourd'hui comme étant la condition sine que non de la survie de notre société. Bâtissons le monde d'après. Survivre à la crise va nécessiter pour chacun de manifester cette appartenance commune à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. Comme le disait le pape François, le fait d'être frère. Il va s'agir de bâtir le monde d'après en reconsidérant nos manières de vivre et de travailler, en relativisant nos envies de vacances au bout du monde. Il va s'agir de redécouvrir l'importance des liens avec nos proches et nos voisins, de renouveler notre regard sur les personnels soignants et tout ce qui, dans l'ombre, assure notre existence quotidienne. Il va s'agir de repenser notre modèle éducatif en hiérarchisant les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants. Il va s'agir de porter un regard critique sur les excès de la mondialisation et de retrouver les bienfaits d'une économie de proximité. Il va s'agir de recrédibiliser la parole politique à partir de l'exigence du parler vrai. En un mot, il va s'agir de cultiver à l'échelle de notre planète l'esprit de fraternité. Puissions-nous, en cette fête de Pâques, sortir du tombeau de l'individualisme et marcher ensemble sur un chemin de fraternité. Il nous précède sur ce chemin. En la fête de Pâques, ce texte est de Jean-Marie Petitclerc. Merci.